vous propose de vous réinstaller, s'il vous plaît, parce que l'heure tourne et nous avons encore 2 plénières. Donc merci. Bien, installez-vous. Certains d'entre vous m'ont demandé l'adresse Wi-Fi. On est en train de se renseigner auprès du conseil régional. Donc, dès que j'ai l'adresse Wi-Fi, je vous vois madame, je vous la transmets bien sûr. Donc, je crois que... Alors, attendez, je vais vous la dire tout de suite. HDF, HDF public, P-U-B-L-I-C. Donc c'est dans la liste qui vous est proposée lorsque vous essayez de vous connecter. Est-ce que ça marche si quelqu'un... Oui, d'accord. Très bien, bah écoutez, voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Donc nous allons poursuivre les différents temps de cette matinée avec la 3e plénière. Donc 3e plénière qui est consacrée aux évolutions du système de financement de l'apprentissage, un sujet que vous attendez tous, j'imagine. Et la question de savoir comment on favorise la soutenabilité sans stopper l'essor de cette voie de formation et d'insertion. Donc c'est Christophe Marty, journaliste chez AEF Info, qui va s'en occuper et qui donc va appeler les différents intervenants. Christophe, c'est à toi. Non. Merci. Oui, bonjour. Donc, a priori, c'était le ministère du Travail qui tient absolument à ce qu'on évite ce sujet-là du financement. On part sur de bonnes bases. Donc, on va parler argent, un des nerfs de la guerre de l'apprentissage. Il y en a beaucoup de nerfs de la guerre, mais celui-là, je crois, intéresse beaucoup de monde. C'est forcément un paysage qui est amené à bouger dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec 2 piliers principaux, l'évolution des aides au recrutement. Donc je pense que tout le monde a bien entendu le message de la ministre, avec un contexte qui parle quand même d'une économie d'1,2 milliard qui est attendue et qui est visée. Sur les modalités, c'est d'ici la fin d'année, donc pour l'instant on n'aura pas de réponse. Et le deuxième volet, c'est celui de l'évolution des modalités de détermination. Et je fais attention aux termes parce que si je parle de définition, je sens que je vais avoir un souci avec un de mes intervenants. Donc l'évolution des modalités de détermination des NPEC, des niveaux de prise en charge de prise en charge des contrats d'apprentissage. Je perds mes mots et en même temps ce qui n'est pas pratique. Donc le ministère du Travail n'étant pas à cette table ronde, forcément on va plutôt se consacrer à la question des NPEC, mais on laissera un petit temps de parole sur les aides, puisqu'il y a des acteurs qui sont très intéressés pour en parler. Donc pour évoquer ces différents sujets, je vais inviter Stéphane Lardy, le directeur général de France Compétences, à me rejoindre, Julien Gondard, le directeur général de CMA France, et Jessica Gonzalez-Gris, qui est déléguée emploi-formation de la fédération Syntec, et que j'ai un petit peu perdu de vue depuis tout à l'heure. Ah. Pardon, je vous avais perdu, je suis désolé. Donc, d'un point de vue pratique, on va essayer de garder un petit temps pour des questions à la fin de la table ronde. Et surtout, cette table ronde sur le financement fonctionne avec une table ronde d'experts qui est prévue pour cet après-midi, qui est pensée comme un atelier sur lequel des temps d'échange un petit peu plus longs sont programmés. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet, Stéphane Lardy, avec vous. Mais avant de parler du futur, on va essayer de faire le point un petit peu sur la situation actuelle. Déjà peut-être rappeler rapidement le rôle et la mission de France Compétences sur ce champ-là du financement. Oui, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Oui, très rapidement, que fait France Compétences sur les niveaux de prise en charge? Rien du tout. Deux sujets France Compétences sur l'apprentissage. Je vais intervenir sur les questions de certification, puisque bien évidemment on enregistre les titres au répertoire des métiers, donc c'est un
un des éléments, une des missions de France Compétences. Donc que ce soit des titres de droit ou des titres sur demande. Titres de droit, ça passe par notamment un certain nombre de commissions qui sont extérieures à France Compétences. Et pour les titres sur demande, ils sont instruits et ils passent devant la commission de certification de France Compétences. À peu près, actuellement, 3800 titres qui sont éligibles à l'apprentissage. Le deuxième volet, c'est le sujet, comme vous l'avez évoqué, des niveaux de prise en charge, ce qu'on appelle les coûts contrats. Donc France Compétences intervient dans un cadre qui est déterminé par la loi, qui est un cadre qui dit deux choses. On doit assurer la convergence et ça doit s'inscrire dans un cadre de soutenabilité financière du système, c'est ce que dit la loi. Donc à ce titre-là, France Compétences intervient, alors pas tout de suite, hein, France Compétences et les branches professionnelles, on demande aux branches professionnelles de fixer leur niveau de prise en charge et France Compétences va intervenir par le biais de ce qu'on appelle des recommandations en utilisant depuis 2022 l'observation issue des comptabilités analytiques des CFA qui doivent nous remonter à France Compétences puisque maintenant les CFA depuis 2018 ont une obligation d'avoir une comptabilité analytique. Et justement, depuis 2022, mais même avant, depuis 2020, vous avez déjà agi sur ces NPEC. Quelles ont été les différentes étapes qui ont abouti l'été dernier à un dernier ajustement ? Alors, en 2019, on a eu le premier exercice, qui était d'abord un exercice plutôt... qui n'était pas un exercice à blanc, mais c'était post-réforme. Donc, bien évidemment, on n'avait pas d'observation. Donc, c'était d'abord un exercice de convergence et de première fixation des niveaux de prise en charge. Et puis, à partir de 2022, on a eu trois exercices qui sont des exercices des exercices de baisse, où effectivement, là, on a utilisé l'observation issue des comptabilités analytiques. La dernière baisse qui a eu lieu cette année, en fait, s'est concentrée sur les niveaux 6 et 7. Toujours en utilisant l'observation 2022, puisqu'on n'avait pas encore l'observation 2023, on ne prend pas que l'observation, hein, on rajoute 20% ou 10% en fonction de la fiabilité en fait, de la donnée que nous relevons. Et puis après, potentiellement, on baissait les niveaux de prise en charge des niveaux 6 de 10% et des niveaux 7 de 15% maximum, pas forcément 10 ou 15, et on rajoutait le plafond de 12 000 euros. Voilà, ça, c'était la dernière baisse de 2024. Avec combien de niveaux de certification qui avaient été concernés, si vous l'avez en tête ? Je pense qu'il y a... Il faut toujours penser qu'en matière de recommandation, France Compétences intervient sur 30% des niveaux de prise en charge, puisque 70% sont considérés comme conformes. Donc on intervient sur 30%. Là, on était intervenu à peu près sur, je pense, 600 à 700 certifications. Bon, après, ce qui ne dit pas... après, il faut regarder le nombre d'effectifs sur une certification et le nombre de CFA touchés. Hein, ça peut être un peu différent. Et donc, ce qui a amené, effectivement, à une baisse encore des niveaux de prise en charge applicables à la rentrée de 2024. D'accord, merci. Alors, avant de nous projeter justement sur les étapes suivantes, je vais peut-être vous demander à Jessica Gonzalez-Gris et Julien Gondard de nous dire un petit peu ce que vous avez pu constater de ces dernières baisses, notamment celle de l'été dernier, dans vos champs respectifs. Jessica, je vous en prie. Oui, là c'est bon, pardon. Il ne fallait pas toucher au bouton, désolée. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. En effet, alors moi je représente la Fédération Syntec, qui est une des organisations patronales et la majoritaire de la branche des bureaux d'études. On représente, que ce soit en termes de nombre de salariés ou nombre d'apprentis, on est positionné en deuxième branche la plus importante, donc c'est pas anodin, et c'est surtout que derrière, ça témoigne aussi d'un engouement de nos entreprises pour l'apprentissage, et puis inversement peut-être de la force d'attractivité de nos métiers auprès des jeunes. Donc c'est 1,3 million de salariés répartis dans 100 000 entreprises en France, avec 50 emplois, création nette d'emplois. Donc là aussi, il nous semblait intéressant aussi de le rappeler, avec un tissu d'entreprises majoritairement de TPE-PME. 83% sont des entreprises de moins de 50 salariés et regroupées donc, dans 5 secteurs que vous avez décrits, merci. Et là-dessus, c'est 8% du PIB.
Donc une fois que on s'est dit ça et qu'on réfléchit sur l'impact des mesures de régulation, on voit tout de suite potentiellement ce que ça peut représenter, en tout cas chez nous. Et notre branche s'est voulue dès le départ, puisqu'on n'avait pas d'apprentissage avant la réforme, et on s'est retrouvé avec de l'apprentissage à des forts niveaux. On a tout de suite voulu être un acteur responsable, en tout cas dans l'exercice, et on a appliqué volontairement dans notre politique, en tout cas, des principes de modération budgétaire. Certains, d'ailleurs, sont partagés ensuite avec France Compétences dans les différentes réflexions qu'on peut avoir ensemble. On a mis, par exemple, pour des certifications, un niveau coût contrat à 9 500 € par an. Et là-dessus, on est sur des formations transverses et sur du cœur de métier. On est plutôt aux alentours de 12 000 €, avec, sans éloigner, une importance relative qui est d'avoir la valeur de référence et de s'approcher au maximum de cette valeur, en tout cas transmise par France Compétences. Et en termes de consommation, vous êtes plutôt une branche consommatrice de certification du supérieur? Alors bien sûr, on est à 90% de formation de niveau licence à Bac plus 4, 5, tout à fait. Et ça représente aussi notre secteur. Donc en effet, on est sur des niveaux très élevés. Et la dernière en tout cas, en effet, mesure n'est pas anodine, puisqu'on a représenté pratiquement sur notre branche 10% des économies réalisées. Avec un impact qui a été sensible sur le nombre d'apprentis ou l'intérêt des entreprises? Alors, c'est difficile de l'évaluer comme ça, mais en tout cas, ce qu'on observe, nous, c'est qu'entre 2022 et 2023, on a une baisse, en effet, des apprentis et donc des entreprises qui sont un peu plus frileuses, notamment parce qu'il y a un restant à charge plus important, mais on a une baisse de 5,5%, en effet, de nos effectifs d'apprentis, ce qui nous fait aujourd'hui pas 60 000 apprentis, mais 57 000. Alors vous me direz, c'est relatif, mais il y a d'autres mesures à arriver et ça pose question, en tout cas, à nos entreprises qui ressentent l'impact assez fortement. Merci. Julien Gandard, vous représentez les CMA qui, pour le coup, sont plutôt positionnés sur les premiers niveaux de qualification. Malgré tout, la dernière régulation des NPEC vous avez beaucoup inquiété l'année dernière. Et au final, quel constat vous en faites ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord commencer par la photographie du réseau, histoire de positionner peut-être un peu le débat. C'est un vieux réseau, 1925, donc l'apprentissage a presque 100 ans chez nous et pas que depuis 2018. Avec 112 000 apprentis formés chaque année sur 300 titres et diplômes, 90% en niveau 3 et niveau 4, donc des niveaux d'insertion, on va dire les premiers niveaux d'insertion. 48% de ces jeunes ont moins de 18 ans et 80% trouvent un emploi 7 mois après leur formation. Alors oui, il y a un an, on avait un peu tiré la sonnette d'alarme, on n'était pas tout seul, on ne tire pas la couverture à soi. Mais force est de constater qu'on a sans doute bien fait de tirer la sonnette, mais elle continue à teinter en fait la sonnette d'alarme. Parce qu'un an après avoir pris position, eh bien, on constate tout simplement, de façon... on n'accuse personne, on constate que dans notre réseau, on est à moins 8% de CAP en un an, c'est-à-dire qu'on a déjà un effet sur nos CFA. À 147, il y a déjà un effet de cette mesure de réduction des NPEC. Et on a déjà d'ailleurs des fermetures de sections, je voudrais en citer quelques-unes. On a fermé un CAP boulanger à Gap, dans les Hautes-Alpes. On a fermé un BTS opticien lunetier ici, pas loin, à Tourcoing. On a fermé un BTMS d'ébéniste en Dordogne et un BP métier de la pierre en Charente. Donc c'est très concret ça. On commence à fermer des sections parce que la rentabilité, ou en tout cas la juste rentabilité, n'est plus au rendez-vous. Donc ça c'est le constat, ce sont les premiers effets de ce que l'on a dit l'an dernier, être une alerte très forte sur la formation par apprentissage. Merci. Stéphane, on va peut-être poursuivre justement pour se projeter un petit peu, puisque la commission recommandation de France Compétences a travaillé et continue à travailler sur le nouveau cadre ou nouveau modèle de détermination des NPEC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces pistes qui ont été présentées à votre dernier conseil d'administration début octobre ?
Oui, en effet, c'est un certain nombre de réflexions qui sont issues de constats qui ont été partagés avec les réseaux de CFA, avec les branches professionnelles. Donc, il y a eu 8 réunions depuis 2023 de la commission. Alors, la commission recommandation, c'est l'ensemble, ça représente aussi les partenaires sociaux, l'État et les régions. Même configuration que pour le conseil d'administration. Donc, ce sont effectivement des réflexions qui... comme je l'ai dit, issus de constats partagés avec les acteurs de l'apprentissage, sur revoir une procédure de fixation des niveaux de prise en charge qui soit plus lisible pour les acteurs, plus lisible et plus visible pour les acteurs, qui respecte aussi le cadre de soutenabilité financière, qui permettent aussi de mieux responsabiliser l'ensemble des acteurs. Donc je parle bien de l'ensemble des acteurs. Ça vaut aussi pour l'État, mais c'est bien l'ensemble des acteurs. Et dans un cadre, j'allais dire, plus rapide et dans une temporalité plus adéquate lorsque les centres de formation d'apprentis construisent leur budget de l'année. Donc on a effectivement présenté ces réflexions. Je dis bien que ce sont des réflexions. Il y a la commission de recommandation de France Compétences, il n'y a pas de vote. Ça a été présenté au CA. Et après, il appartiendra aux différents acteurs de l'apprentissage, qu'ils soient institutionnels ou non, de prendre les réflexions qui émanent de la commission. Ou de ne pas les prendre. Enfin, bon, en tout cas, voilà, ça ne nous appartient plus, en tout cas pour nous, France Compétences. Très clairement, en fait, le processus, comme je vous l'avais expliqué très rapidement, le processus des recommandations à France Compétences, enfin du processus d'exercice de fixation des niveaux de prise en charge, on interroge les branches 2 fois, les CPE 2 fois, puisque c'est elles qui fixent. Elles nous renvoient leurs données, après on mouline la donnée, voilà, et puis celles qui sont en dehors des recommandations, enfin des fourchettes que l'on fixe, on leur renvoie. Et elles doivent effectivement nous répondre. Donc, ça c'est le cadre actuel. Ça, c'est le cadre actuel, qui est un cadre qui est un cadre fixé par les textes. Et donc, c'est 5 à 6 mois de procédure. Donc, on essaie. Ce qu'a proposé la commission, c'est de retourner un petit peu la procédure et que ce soit France Compétences qui, tout de suite, fixe un certain nombre de recommandations en fixant une valeur de référence. Voilà. En gros, l'objectif, c'est de fixer un cadre financier pour chaque branche. Par exemple, une branche, on dit, cette année, cette branche a 10 certifications avec X nombre d'apprentis, et donc ils ont une masse financière de 100. On prend cette masse financière de 100. Et on dit, dans ce cadre-là, vous avez effectivement l'observation, donc on utilise l'observation issue des comptes ANA. Votre observation, elle est à X. On peut mettre bien évidemment un pourcentage d'augmentation de l'observation. Il ne s'agit pas de scaler l'observation. Et dans ce cadre-là, vous avez X certifications avec un nombre d'apprentis. Vous avez 100 de cadre budgétaire. Et dans ces 100, on vous dit, voilà, vous avez 100, vous devez faire des choix sur les certifications que vous avez des apprentis. C'est jamais une enveloppe fermée. Donc pour la commission, ce n'est pas une enveloppe fermée, parce que si vous avez une certification, vous avez beaucoup d'apprentis, on paye au contrat. Donc, mais par contre, le cadre budgétaire est fixé de façon théorique avant. Ça évite notamment les effets que beaucoup de branches ou d'acteurs d'apprentissage nous ont remontés et qu'on connaissait. C'est que c'est un peu la théorie des jeux. Je fais baisser la certification de la branche d'à côté qui peut être en concurrence. Voilà. Donc ça évite effectivement ces effets d'opportunité. Donc ce cadre-là, il est fixé. C'est pas fermé, puisque effectivement, si vous avez une branche professionnelle qui dit, voilà, je vais fixer, j'ai besoin de booster telle certification parce que c'est un métier en tension, parce que j'ai besoin de fidéliser ma main-d'œuvre, il y aura un paiement en coût contrat. Et bien évidemment, après, on fixe un cadre aussi, qui est un cadre de fourchette, alors là, qui n'est pas déterminé. Donc je dis bien que pour nous, la commission n'a jamais été... Il y a 2 points, donc ça va plus vite. Donc après... on fait cette recommandation. Les branches ont plus de temps, et ça, les branches nous ont souvent demandé qu'elles n'avaient pas assez de temps, et ce qui est vrai parce que le timing peut être contraint pour les branches, notamment la réponse qui doit être d'1 mois. Elles ont 2 à 3 mois pour nous répondre.
Et puis après, on regarde si effectivement elles sont dans la fourchette ou pas dans la fourchette. Et puis après, il y a le décret carence qui va s'appliquer pour les branches qui ont résisté, entre guillemets, ou pour les branches qui n'ont pas répondu. Voilà. Donc ça permet de donner plus de temps aux CPNE pour construire un peu leur modèle de retour à France Compétences. Ça donne plus de visibilité, c'est moins compliqué. Alors, est-ce que ça se fait ? Il y a des réponses qui n'ont pas été apportées par la Commission. Sur le plan financier, il va falloir déterminer une valeur de référence. Voilà. Ça, on ne l'a pas fait, hein, et ça sera un objet de, si on va plus loin, un objet de débat. C'est quoi la variation entre cette valeur de référence ? Est-ce que je peux aller à plus 15, plus 20, moins 15, moins 20 ? Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué pour l'instant. Et donc ça, c'était des points qui ont été écartés de la Commission parce que ça ne relève pas uniquement des réflexions de la Commission, bien évidemment. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une procédure qui détermine des contraintes budgétaires, voilà, pour être clair à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on peut très bien remonter des NPEC comme on pourrait très bien baisser des NPE avec cette procédure. Mais c'est quand même plus simple. Et l'objet, c'est qu'en 4 mois, vous avez fait votre procédure, alors qu'à d'habitude, on prend 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions qui ont été apportées à notre conseil d'administration du 3 octobre, et puis qui sont assez largement partagées par les parties prenantes du conseil d'administration. Sur la suite, en termes de calendrier, c'est dans les mains du ministère aujourd'hui. Et est-ce que vous avez de la visibilité sur la suite qui pourrait être donnée à ces recommandations ? Ça m'inquiète. Alors, non, écoutez, moi, j'ai pas plus de visibilité. Comme je l'ai dit, la réflexion, elle a été apportée par les membres de la commission. Elle nécessite, il y a plein de choses qui n'ont pas été encore vues. Par exemple, le sujet qui peut arriver sur la question des groupes de certification, voilà, qui est un sujet qui n'est pas si simple que ça, en fait, qui est un sujet qui peut être compliqué, mais je sais que certains acteurs nous ont dit qu'il y avait effectivement, on devait se positionner sur trop de certifications. Donc c'est un sujet, je sais que la FNADIR y travaille, d'autres acteurs y travaillent également. Nous, on a commencé à réfléchir, c'est pas si simple que ça, mais c'est un objet qui est à la réflexion aussi, parce que ça permet encore de simplifier encore plus le positionnement des CPNE. Après, vous dire où ça en est, je suis comme vous, moi. Hein, je lis pas dans le mar de café. Donc, vous pensez bien qu'actuellement, le ministère est quand même très occupé, comme beaucoup d'entre nous, sur des questions budgétaires. Mais voilà, moi, j'espère que, en tout cas, le dossier a été présenté au conseil d'administration, il est porté. Ça a été donné, le ministère, bien évidemment, a été au courant de cette démarche. Et donc, maintenant, il appartiendra au ministère du Travail, peut-être dans la suite des travaux sur les groupes qualité, peut-être que vous allez en parler, de reprendre cette proposition, qui est, je le répète, une réflexion qui est aussi à travailler, mais qui, je pense, répond en partie à un certain nombre de critiques qui émanaient d'un certain nombre d'acteurs sur la fixation des niveaux de prise en charge. Voilà, donc je n'ai pas répondu à votre question, en fait. Je ne m'en étais pas rendu compte, merci. Julien Grandard, justement, comment vous jugez ces pistes d'évolution de fixation des NPEC ? Bien, je vais commencer par dire tout le respect, évidemment, que j'ai pour Stéphane Lardy et toutes ses équipes au niveau de France Compétences, d'essayer de régler la quadrature du cercle. Dans un moment où on l'a tous compris, il n'y a plus d'argent. C'est vrai que le travail qui est fait par les équipes de Stéphane Lardy, c'est un travail complexe. Moi, je voudrais juste, avant de répondre à la question et donner une petite contribution peut-être de réflexion sur la définition du NPEC, quand même, je suis ravi depuis ce matin d'entendre que désormais, l'apprentissage est une donnée essentielle de formation en France. Même le supérieur se met à former par apprentissage. Merveilleux. On est donc rejoint par l'ensemble du système de formation nationale dans cette modalité d'acquisition des connaissances. Donc peut-être d'ailleurs qu'on pourrait revoir la perméabilité entre les budgets. Ça pourrait permettre sans doute de régler certaines choses au niveau des manques que l'on constate. Il y a un budget d'éducation nationale, il y a un budget de l'enseignement supérieur. On peut peut-être trouver des passerelles pour essayer de répondre aux questions. Parce que derrière ça, c'est une question essentielle. Et pardon, je ne voudrais pas qu'on se résume à opposer les systèmes. Évidemment, j'y vais avec un peu d'ironie. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à insérer des jeunes dans l'emploi. Et c'est bien ça l'esprit
de 2018, si on peut garder ça en tête, c'est former et insérer aussi dans l'emploi. Parce que derrière, on a des entreprises qui ont besoin de salariés, des entreprises qui ont besoin de transmettre leur savoir, voire même de transmettre leurs entreprises dans tous les territoires. Donc nous, notre approche, elle est de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi la définition du problème? Tant qu'on a, c'était un petit peu dit tout à l'heure, tant qu'on n'a pas défini l'objectif, finalement, ça va être très compliqué de s'entendre. Parce que finalement, il y a de multiples idées, il y a plein d'acteurs qui font de belles choses, qui ont des initiatives formidables, mais derrière, la donnée centrale, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Donc, je reprends la casquette, pardon d'être un peu corporatiste à ce moment-là, c'est que, évidemment, du côté des métiers, on va vous dire, eh bien, écoutez, il faut prioriser. Il faut aller là où on a besoin de mettre l'argent par priorité. Et c'est ce qu'on attend un petit peu de l'État, et quelque part aussi après, au niveau de France Compétences, c'est qu'on ait une faculté de réguler. Il faut être capable de dire où avons-nous besoin de flécher l'argent en priorité. C'est fini l'époque où on peut tout payer. Mais ce n'est pas que dans l'apprentissage, c'est dans toutes les politiques publiques que ce problème va se poser. Donc si on arrive à un moment un petit peu d'austérité, où on va dire de choix, il faut apprendre à réguler. Et on pense, je pense, mais je ne suis pas le seul, je pense que l'ensemble des élus du réseau et pas mal de branches, d'acteurs professionnels pensent que ces niveaux 3 et 4 sont des niveaux essentiels pour l'entrée sur le marché du travail, essentiels pour l'équilibre des territoires, parce que quand on perd une boulangerie dans un village, pardon de parler terroir, mais c'est une catastrophe économique pour le territoire. Donc évidemment, on va pousser pour avoir un regard qui permette de dire qu'on peut abonder. Il y a un critère, on va dire un seuil qui est proposé par France Compétences, par les branches, important d'avoir ce paritarisme, c'est essentiel, mais on pense qu'il faut aussi avoir une approche de priorisation, soit parce qu'une région a des enjeux économiques ou de diversification économique soulignés, et ça veut dire aussi que les régions doivent revenir dans le cercle, dans la danse de définition des priorités, soit parce qu'au niveau d'un métier, il y a un choix stratégique de l'État pour dire qu'il faut aider tel ou tel secteur d'activité parce que nous sommes en manque, il faut former en urgence. Donc des capacités à prioriser, à flécher de l'argent complémentaire là où il y a une priorité politique. Et bien sûr, je pense aussi à l'outre-mer, parce qu'on ne forme pas au même coup en outre-mer qu'en métropole. Il y a voir l'actualité dramatique qui se passe actuellement dans les outre-mer. Il y a aussi à s'interroger sur comment est-ce qu'on peut accompagner la formation par apprentissage dans les outre-mer. Donc, pour essayer de compléter le propos de Stéphane Lardy, c'est oui, définir un seuil qui est issu de réflexion et de débat, mais surtout qu'on apprenne ensemble à prioriser. L'État doit être capable de définir une stratégie. S'il ne le fait pas, prenons-la au niveau de France Compétences et au niveau du dialogue paritarisme au niveau de France Compétences, mais il faut prioriser. Merci. Jessica Gonzalez-Gris, je vais vous demander de prendre votre casquette de branche professionnelle. Stéphane Lardy a clairement indiqué que la méthodologie qui est proposée va responsabiliser les branches. Est-ce que ça vous semble intéressant d'aller dans cette direction-là ? Alors, ça nous semble d'autant plus intéressant, sauf que, responsabiliser les branches, ça sous-entend qu'on peut être irresponsable ou, sachant que les branches gèrent des budgets, en tout cas, pour les entreprises qui versent, notamment à leurs OPCO, pour pouvoir répondre à leurs besoins en compétences et autres. Donc, responsabiliser, oui, en tout cas, nous, on est prêt à le faire, mais dès le début, j'ose dire. On va pas revenir sur l'ancien système qui pouvait en effet être de toutes les manières revisité. Et la preuve, c'est ce qui est fait là dans la commission recommandation. On souligne, et ça on apprécie, c'est le fait de pouvoir en discuter. Et ça c'est déjà quelque chose de très important, de pouvoir rediscuter en tout cas de ces évolutions et de voir comment on peut ensemble faire que le système soit soutenable. Et là, je rejoins ce qui est dit, c'est que nous, on a attendu 2018 pour s'insérer dans l'apprentissage, mais en tout cas, on en est convaincus, et dans l'enseignement supérieur notamment, parce que des priorités, il y en a, et de façon aussi nationale, sur la réindustrialisation du pays. Il est évident que ce sera en passant aussi par des futurs collaborateurs de niveau 6 et 7 formés. Mais il y a une question qui est soulevée, c'est vraiment la poursuite aussi d'études. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse aussi accompagner derrière ce système qui doit se repenser. C'est comment on accompagne la poursuite des études.
on a, nous, des entreprises qui sont en manque cruel de collaborateurs demain. Et donc, ils ne les auront pas dès demain. Mais il faut le construire à horizon 5 ans, 10 ans, aller chercher ces viviers qui sont en effet des jeunes en devenir pour demain. Et comment on accompagne et sans casser quelque part. Donc, vraiment, il ne faut pas opposer, je pense, ni les niveaux, encore moins les entreprises. Je pense qu'il faut créer quelque chose qui amène, en tout cas, à répondre aux besoins de demain. Alors, je suis d'accord, qui les définit et quelle feuille de route on peut donner derrière ensuite pour que France Compétences les travaille ensemble. C'est vraiment tout le sujet. Alors, juste pour des branches, en tant que bonne gestionnaire, si on peut dire ça comme ça, on a, nous, notre OPCO Atlas, il y a 13 branches. Ils gèrent un peu plus d'1 milliard d'euros de fonds gérés, et 100 000 contrats d'apprentissage, et c'est 5% de frais de gestion. Donc encore une fois, même s'il n'y a plus d'argent, en tout cas, il va falloir faire, on sait faire aussi. Donc essayons de reprendre en tout cas ce qui peut se pratiquer là déjà. Stéphane, vous vouliez réagir très rapidement. Non, simplement parce que vous me faites tenir des propos que je n'ai pas tenus. Donc, ma question était je n'ai pas dit que j'ai pas dit qu'il fallait responsabiliser les branches. J'ai dit qu'il fallait responsabiliser tous les acteurs, dont l'État. Donc voilà, donc je pense que la responsabilité, elle est collective. Oui. Et deuxièmement, quand même, je tiens un petit peu à relativiser les choses. On n'a jamais mis autant d'argent dans l'apprentissage. Dire qu'il n'y a plus d'argent, c'est pas vrai. Mais c'est très bien. Donc effectivement, on est dans un moment là un peu plus compliqué. Et puis c'est un système qui est, en fin de compte, le système de la loi de 2018 est quand même très jeune, hein, en fin de compte, sur un mouvement culturel qui est énorme. Donc il y a de l'argent. Je rappelle que l'État, là, dans le projet de loi de finances, va réinjecter 2 milliards d'euros à France Compétences, parce que les contributions ne suffisent pas. Mais l'État met de l'argent. Depuis plus de 4 ans maintenant, met de l'argent. Et France Compétences s'emprunte en plus. Donc il y a encore de l'argent, et tant mieux. Il y a encore de l'argent dans le système. Mais après, effectivement, comme vous l'évoquez tous les deux, il y a des sujets qu'on a essayé de travailler. Et donc, je dis bien, c'est la commission, parce que c'est vraiment là, on a vraiment des membres de la commission qui se sont vraiment extrêmement investis, là. Voilà, c'est pas France Compétences n'est pas arrivé en disant c'est ça. Hein. Donc là, les membres de la commission qui se sont investis. Je vous dis, ça fait plus de 8 réunions, 8 commissions, plus d'1 an et demi de travail, de ces réflexions qui, comme je l'ai dit, ne sont pas abouties. Et mais c'était simplement quelques points en disant qu'il y a quand même encore de l'argent. Alors, juste, je vais un petit peu accélérer, histoire que Julien et Jessica, vous puissiez donner votre avis sur les évolutions attendues sur les aides, de manière assez synthétique, pour qu'on prenne éventuellement 1 ou 2 questions de la salle. Julien, je vous laisse commencer. Oui, alors, évidemment que toute suppression d'aide aura des effets immédiats, et je ne suis pas là pour être catastrophiste, hein, cher Stéphane. Juste de dire que même s'il y a de l'argent qui est réinjecté par l'État, à un moment donné... nous, on le voit de moins en moins au niveau des filières que nous formons. Donc, encore une fois, et l'État doit aussi se prendre par la main, je disais encore les objectifs dans le PLF 2025 au niveau de la mission travail et emploi, on se fixe comme objectif 58% de formation pour l'infra-bac. Aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, c'est 62% au niveau de la formation par apprentissage. Donc, effectivement, l'État doit aussi mettre en application ce qu'il a lui-même décidé en termes de stratégie. Les aides, la fin des aides. Rappelons aussi que l'origine de ce système, c'était pour, en tout cas dans l'artisanat, aider les entreprises lorsqu'il y a eu la fin de la contribution à la formation initiale. Il y avait des aides sur 3 ans qui permettaient d'avoir de la lisibilité, qui permettaient à l'entreprise, la petite entreprise, de s'engager à former dans son secteur. Aujourd'hui, effectivement, c'est encore la même difficulté que l'on constate, c'est que plutôt de prioriser, on rabote. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse, on coupe. Eh bien, nous pensons, je pense, au niveau du secteur, qu'il faut prioriser, aider les petites entreprises et prioriser le fléchage de l'argent quand il y en a sur, on va dire, les niveaux de formation qui sont, pardon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est aussi les rapports de l'IGAS et de l'IGF qui insèrent dans l'emploi. À partir de ce moment-là, évidemment, toute annonce qui vise à niveler, on va dire, et à couper tout ce qui dépasse ne sera pas forcément une bonne nouvelle. Et je vais même dire, dans l'artisanat, les chefs d'entreprise, ça va être immédiat, hein, l'effet. Ce sont des entreprises qui ont besoin de confiance et de lisibilité. À partir du moment où vous changez les règles, terminé. On se recroqueville, puis on attend que ça passe. Donc l'effet, malheureusement, il va être assez rapide. Jessica, sachant que vous êtes sur des publics qui ne sont pas les mêmes, de fait.
Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas sur les mêmes, mais encore une fois, c'est des constats qu'on partage. La lisibilité, la stabilité, ça, c'est pareil. Je veux dire, dans nos entreprises, dès qu'elles n'ont plus cette vision-là, elles s'arrêtent, elles se recroquevillent, et c'est évident. Mais juste peut-être revenir sur les pistes qui ont été quand même évoquées par France Compétences. On voit bien qu'en tout cas, la valeur de référence, elle va devenir un vrai enjeu dans les co-contrats, et cette valeur de référence qui repose notamment sur la valeur observée. Là aussi, il y a un vrai travail à faire de construction, en tout cas de professionnaliser cette démarche de détermination, puisque derrière, on voit bien que c'est lié. Pareil sur les questions qui a été évoquées, est-ce que c'est un co-contrat par certification, un co-contrat par regroupement? Là aussi, attention, mais on mettra les warnings sans problème dans les réflexions qui sont menées, mais il faut que ce soit par certification. On le voit bien que par regroupement, ça agglomère un ensemble de thématiques ou de formations qui sont à 360 et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Alors, peut-être revoir la monoclinture, mais là, on est encore sur un autre travail. Commençons déjà, mais restons, je pense, par certification. Si l'idée de la convergence, en tout cas, elle est là, c'est notre souhait. Il y a un moment, enfin, on pense qu'on est déjà au bout de cette convergence. Si on parle ensuite derrière de politique, de recrutement, de secteur, etc., on voit bien que la convergence, là aussi, va atteindre en tout cas des limites. Bon, voilà, je voulais juste revenir sur la baisse, bien sûr, et vous connaissez la position. La Fédération Syntec a eu l'occasion de s'exprimer plusieurs fois. On est plutôt sur une baisse homogène, là encore une fois, mais dans un discours de continuité. Il ne faut pas cibler, opposer les niveaux. J'ai eu l'occasion de le dire et on l'a rappelé. Nous, ce qu'on veut juste y intégrer, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de l'aide est important, mais il n'est pas le seul paramètre. On vient de parler des coûts contrats. C'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte. On parle, là, et vous l'avez tous vu, d'exonération de charges. Et ça aussi, ça va impacter forcément nos entreprises. Pour nous, l'apprentissage, c'est la moyenne d'âge, c'est 23 ans. Donc forcément, sur les pourcentages qui ont été donnés sur l'exonération, on va en tout cas, dès la deuxième année d'un contrat d'apprentissage pour un jeune de 18 ans, on va être concerné, le secteur va être concerné. Donc ça va être des effets qui vont être induits, en tout cas directement sur nos entreprises, et qui vont freiner le recours à l'apprentissage, même si l'aide n'a pas, elle, été ciblée ou par niveau de certification ou par effectif d'entreprise. Donc on est très vigilant, voilà, sur l'ensemble des paramètres qui sont à prendre en compte pour une entreprise. Merci beaucoup. Donc, je ne regarde pas la maîtresse du temps et je vous propose juste une question ou une intervention courte. Et s'il n'y en a pas, bah, écoutez, on reprendra les débats cet après-midi en table ronde d'experts. Bah, merci. Désolé d'avoir été un peu bref sur la fin. Merci en tout cas. Merci de ne pas avoir levé la main. Effectivement, comme disait Christophe, vous pourrez échanger cet après-midi. Et je vous propose de passer directement à la 4e table ronde et la dernière de la matinée, qui sera donc animée par Olivier Ders, rédacteur en chef à l'AEF, et qui aura pour thématique quel cadre pour les nouveaux dispositifs de reconversion par l'alternance et quelle place pour le contrat de professionnalisation. Bon, bah tu innoves, tu te mets de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je te laisse appeler les intervenants. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, on est un peu pris par le temps, donc on va essayer d'organiser le débat de la manière la plus efficace. Vous l'avez entendu, nous avons 2 sujets sur la table à évoquer lors de cette 4e et dernière table ronde plénière. Celui des reconversions professionnelles et notamment des dispositifs de reconversion qui font appel à l'alternance, avec plusieurs questions sur les modalités de parcours, les publics, le financement évidemment. Et deuxième sujet, celui du contrat de professionnalisation. Là encore, avec plusieurs questions. Ce dispositif, ce contrat doit-il perdurer, s'élargir, se spécialiser? Et enfin, nous évoquerons le cas particulier du contrat de professionnalisation expérimental. Sans attendre, pour en débattre, j'invite à me rejoindre nos 4 intervenants. Stéphane Rémy, vous êtes sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Hélène Cléda, vous êtes chef du service emploi-formation à la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution. Laurent Munro, vice-président de l'Union des entreprises de proximité, l'UDP. Et enfin, Jean-François Foucard, secrétaire national chargé de l'emploi et de la formation
à la Confédération syndicale Force ouvrière. Alors, voilà la bonne blague pour détendre l'atmosphère. J'espère que je vous ai mis à l'aise, Jean-François, et que vous me pardonnez. Alors, tout à l'heure, on prendra le micro pour s'exprimer. Et vous faites bien partie de la CFE-CGC et non pas de Force ouvrière, évidemment. Veuillez me pardonner encore une fois. Stéphane Rémy, vous êtes donc sous-directeur des politiques de formation et de contrôle à la DGEFP. Là, j'ai tout bon. On va essayer de continuer. Un petit retour en arrière. Il y a 2 ans et demi, le gouvernement d'Elisabeth Borne et sa ministre déléguée à la formation professionnelle, Carole Grandjean, avaient pour projet de remettre à plat l'ensemble des dispositifs de reconversion. C'était il y a 2 ans et demi. Force est de constater, et même s'il y a eu des négociations, on y reviendra plus tard, mais force est de constater qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur le sujet. Donc première question, pourquoi? Et est-ce que cette priorité de l'époque est toujours d'actualité pour l'État que vous représentez? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Hôtel de Région de nous accueillir ici dans ce bel amphi. C'est un sujet qui est effectivement majeur, celui de la reconversion. On tourne depuis quelques mois autour de cette question. C'est vrai que le paysage est un peu éclaté quand on regarde les différents dispositifs qui peuvent contribuer à cette question. On a le CPF. Des études ont montré qu'un certain nombre de cursus de formation qui étaient mobilisés dans le cadre du compte individuel de formation allaient aussi sur des enjeux de reconversion. On l'a moins dit, mais c'est aussi parfois dans le cadre du plan de développement des compétences des boîtes, des entreprises, que se joue aussi un certain nombre de reconversions. Alors c'est vrai qu'on a moins de suivi de ce que font les entreprises en la matière. Feu la 2483 qui a disparu il y a déjà maintenant quelques années, mais qui est aussi un des outils qui est à la main de l'entreprise et qui peut aussi embarquer des questions autour de la reconversion. Ça interroge aussi peut-être la question des entretiens professionnels, peut-être aussi ces questions qui sont importantes. Il y a évidemment la promotion reconversion par alternance, là pour le coup les termes sont dedans. Il y a évidemment le FNE formation qui a été aussi mobilisé. Donc il y a beaucoup de dispositifs et puis il y a les parcours de transition externe, le projet de transition professionnelle Transco. Donc voilà, résumé rapidement, le paysage il est assez éclaté et donc il y avait une demande des acteurs, des représentants des entreprises notamment, et des salariés aussi, d'essayer de clarifier, de simplifier ce paysage. Une fois qu'on a dit ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on voit bien qu'on mélange à la fois des initiatives individuelles, le CPF, le PTP, avec des logiques qui sont plutôt des logiques collectives, Transco, ou pour compliquer le tout, à l'initiative des branches professionnelles. PROA, ce sont les branches professionnelles qui prennent l'initiative. Ce sont des accords de branche étendus. Il y en a plus de 200 au moment où je vous parle, ce qui montre aussi ce qu'a été la promotion reconversion par alternance, donc une dynamique forte en matière de discussion, de négociation des partenaires sociaux, avec des résultats qui sont mitigés en termes de volume. Donc voilà, rapidement brossé, ce que Carole Grandjean avait effectivement indiqué, je crois, lors de la dernière UHFP, indiqué qu'elle souhaitait remettre un petit peu à plat avec les acteurs ce champ de la reconversion. Juste un dernier mot. Pour moi, l'enjeu, il est moins dans le packaging des dispositifs que de se poser la question des priorités, des ciblages. On a dit tout à l'heure, il faut sans doute prioriser davantage, cibler davantage, etc. La question des seniors me semble être un des axes, une des lignes directrices sur laquelle ces dispositifs pourraient utilement converger. Vous dites beaucoup de dispositifs, on entend aussi peut-être trop. Est-ce que c'est un avis qui est partagé par le gouvernement, le ministère du Travail ? C'est pas à moi de répondre à cette question. Simplement, ce que je constate, c'est qu'il y a eu des accords, même s'ils ne sont pas majoritaires, en avril dernier, qui ont, je crois, proposé par exemple la fusion entre PROA et Transco. Donc il y a des hypothèses, il y a des initiatives, mais posons-nous les bonnes questions avant de redessiner les dispositifs. Encore une fois, j'insiste, certains sont à l'initiative de l'individu, d'autres à l'initiative de l'entreprise, d'autres qui sont en co-investissement. Je pense que c'est plutôt là aussi l'autre axe, à part le public senior, qui me semble être prioritaire. Il y a la manière dont on co-construit les parcours de reconversion et de maintien dans l'emploi. L'enjeu, ça va être aussi le maintien dans l'emploi. L'allongement des durées de carrière nous impose cette réflexion un peu nouvelle, si j'ose dire, puisqu'on avait plutôt un curseur qui amenait un certain nombre d'entreprises à penser plutôt les transitions de manière externe. Aujourd'hui, cette durée des carrières réinterroge la question du maintien dans l'emploi. Et ce n'est pas la même manière de l'aborder, parce qu'il
Il y a des enjeux de compétences, d'âge, d'usure, de pénibilité qui doivent être pris en compte. Donc, avant de redessiner les dispositifs, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions sur qu'est-ce que l'on veut faire, c'est quoi les buts que l'on s'assigne collectivement. Je pense que la concertation doit primer là-dessus. Avec des outils adaptés par rapport au but recherché. Vous dites se poser les bonnes questions, je vous en pose une, j'espère qu'elle est bonne. Proa a eu un peu de mal à démarrer, mais on sent, vous l'avez évoqué, 200 accords, on sent que ça fonctionne dans certaines branches. Donc est-ce que la question est toujours pertinente de se dire est-ce qu'on va purement et simplement supprimer ce dispositif ? Oui, je ne pense pas qu'il faille poser la question en ces termes. Donc, je vous l'ai dit, il y a plus de 200 accords qui ont été étendus avec un processus qui est relativement complexe en la matière. On sait qu'on a quelques verrous juridiques qui ont été posés dans le dispositif, niveau infralicence, par exemple. Les entreprises orphelines n'ont pas accès, orphelines, ça veut dire orphelines de convention collective, n'ont pas accès au dispositif. Les OPCO peuvent intervenir si les accords de branche le prévoient dans la limite du SMIC. Voilà, l'avenant formation, contrat de travail n'est quand même pas le sujet le plus simple à promouvoir auprès des entreprises ou auprès des salariés. Donc il y a effectivement ces attendus qui sont des attendus juridiques qui sont compliqués. Par contre, je vais jusqu'au bout du raisonnement. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne dédiée au financement de la PROA. C'est la péréquation de France Compétences, globalement, qui permet de refinancer les OPCO sur le financement des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Et Stéphane Hardy a bien eu raison de rappeler qu'il y a quand même de l'argent qui est investi. Il est investi aussi dans le cadre de cette péréquation via la promotion reconversion par alternance. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si on ouvre plus largement, il faut se poser la question de l'équilibre aussi financier de la question. Oui, on a compris que l'argent devenait une denrée assez rare dans ces temps. Je me tourne vers vous, Laurent Munro. Donc vous êtes vice-président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Stéphane Rémy a fait référence aux partenaires sociaux et aux discussions qu'ils ont pu mener. Est-ce que pour vous, pour l'UDP, vous partagez ce constat qu'il faut mieux faire sur les reconversions professionnelles et donc rouvrir le chantier aujourd'hui ? Oui, on a eu des discussions là-dessus il n'y a pas très longtemps avec les partenaires sociaux, donc je ne vais pas vous dire non. Je crois qu'il faut bien voir qu'on s'est peut-être plus intéressé encore au phénomène de la reconversion après la crise Covid, puisque ça nous a amené aussi bien économiquement que socialement de la vie des gens, de vouloir quelquefois changer de métier, changer de secteur ou s'adapter à un autre poste dans l'entreprise. Et donc, nous, on est tout à fait conscients dans les métiers qu'on peut représenter qu'il peut y avoir une volonté et un besoin de reconversion qu'il faut absolument pouvoir accompagner. C'est une évidence. Après, nous, où on essaye de travailler, c'est de dire que ce n'est pas la même chose de pratiquer de la reconversion professionnelle dans une entreprise de 10 personnes que dans une entreprise de 150 ou 1000. Et forcément, c'est pas facile de trouver un poste adapté, de reconvertir dans l'entreprise. Donc il faut trouver des externalités, comme ça a été dit. Il y a bien sûr la réforme de la retraite, l'âge, l'usure professionnelle dans certains métiers du bâtiment ou d'autres qui peuvent intervenir. Et on a vraiment besoin aujourd'hui d'accompagner mieux les reconversions professionnelles. C'est pour ça que l'UDP a voulu absolument travailler dessus et qu'on a fait certaines propositions avec la signature d'un ANI dernièrement. On va y revenir. Vous dites qu'il faut s'adapter aux besoins des entreprises. Il faut aussi s'adapter aux besoin des salariés qui, quand ils travaillent dans une entreprise, vous l'avez dit également, une entreprise artisanale, monoactivité, c'est compliqué de proposer un dispositif pour une reconversion interne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les outils qui sont sur la table, et on va reparler de PROA, est adapté à ce type de besoin par rapport aux besoins de reconversion dans les entreprises de taille très très réduite ? Alors, c'est vrai que dans une entreprise de petite taille, c'est moins pratique. J'ai même envie de dire que l'entreprise, quand elle a quelqu'un qui travaille depuis longtemps et qui est qualifié, qui connaît bien le poste de travail, on n'a pas tellement envie de le voir partir de sa propre volonté. Après, on est conscient qu'il peut y avoir des choses qui se passent et que le salarié peut avoir envie de partir ou qu'on a besoin de le faire évoluer. Le dispositif PROA, il ne répond pas à tout. Il faut pouvoir, aussi bien en interne qu'en externe, pouvoir proposer des choses où on va former la personne sur une évolution de poste ou carrément sur un métier différent.
Donc il faut que tous les champs puissent être accompagnés. Ce n'est pas facile. Dans une entreprise comme la nôtre, moi je suis prothésiste dentaire. Si quelqu'un me dit je ne veux plus faire de prothèse dentaire, j'ai 10 personnes, je ne vois pas ce que je vais lui faire faire dans mon entreprise. En interne, oui. Pour changer de métier à ce point-là, il faut quand même aller vers quelque chose de totalement différent. Donc derrière, il va falloir engager une formation longue. Forcément, cette formation, il faudra qu'elle soit accompagnée. Si l'entreprise est d'accord, elle peut le faire. Et aujourd'hui, les dispositifs ne sont pas quelquefois tout à fait en ligne avec ce dont on a besoin. Alors justement, en termes de certification non plus, ou d'obligation de certification par exemple. Justement, sur ce point, un petit retour en arrière. Le sujet des reconversions professionnelles a été abordé dans le cadre de 2 négociations nationales interprofessionnelles, une qui n'a pas abouti à un accord, et une deuxième proposée et pilotée du côté patronal par l'Union des entreprises artisanales, qui là pour le coup a été signée par plusieurs syndicats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous aviez proposé sur le sujet des reconversions et au passage nous éclairer, parce que ce n'est pas très clair, est-ce que ce sujet le sujet des reconversions, va être mis sur la table dans le cadre de la nouvelle négociation qui va s'ouvrir sur l'emploi des seniors? Alors d'abord, c'est l'union des entreprises de proximité, parce que ce n'est pas que l'artisanat. Je ne voudrais pas que mes amis des professions libérales croient qu'on les oublie. Oui, nous, ce qu'on a proposé, c'est des périodes de reconversion, en fait, qu'on puisse adapter avec des systèmes de formation. C'est vraiment là-dessus qu'on a essayé de travailler. En effet, cet accord a été signé par 4 organisations. Donc aujourd'hui, cet accord, il existe, il a été signé par les signataires. On n'a pas à revenir sur cet accord-là. Après, que la reconversion en elle-même, elle soit rediscutée dans le cadre des discussions sur les seniors, ça on le comprend très bien, et il faut absolument d'ailleurs qu'on s'en empare, parce qu'il y a certainement d'autres volets à développer sur cette question-là. Mais l'accord, il est là, il existe. Pour nous, il lui manque quelques attaches réglementaires pour pouvoir être mis en œuvre, mais il est là et il a été signé, et on n'a pas non plus envie de refaire la négociation de tout ce qu'on a fait. Oui, il a été signé que par une seule organisation patronale, la vôtre. Oui. Et si on entend bien le discours du MEDEF actuellement, il n'est pas question d'ouvrir largement le sujet des emplois des seniors aux reconversions professionnelles, sans parler du compte épargne-temps universel. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, si vous voulez bien, c'est un sujet complètement différent. Et sur les reconversions, c'est plutôt... c'est pas une ouverture. Les sujets doivent être mis sur la table quels qu'ils soient. Après, c'est une discussion. On ne peut pas arriver dans une négociation en disant bah non, nous, on décide qu'on ne discutera pas de ça. On discute de l'ensemble des thèmes, et c'est nous ce qu'on préconise. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans des négociations, parce que ça nous semblait très important. Et nous, on ne veut pas non plus, en tant que représentants des plus petites entreprises, que démontrer une non-attractivité de nos entreprises parce qu'on n'aurait pas négocié sur tel ou tel sujet. Donc nos entreprises sont aussi attractives parce qu'on sait négocier des choses qui sont applicables pour les entreprises que nous représentons. Très bien, merci. Je me tourne vers vous, Jean-François Foucard. Attention, vous êtes secrétaire national emploi-formation de la CFE-CGC. Les pouvoirs publics, on l'a vu, n'ont pas avancé sur le sujet des reconversions. Il y a une négociation qui n'a pas abouti, une autre qui est avec un contenu, en tout cas un accord sur la table, mais qui n'est pas partagé du côté patronal. On a envie de dire, ou peut-être que vous avez envie de dire tout ça pour ça. Est-ce que vous partagez l'opinion de Laurent Munro sur le fait que dans le cadre de la négociation sur l'emploi des seniors, il va falloir nécessairement discuter de la problématique des reconversions? Bonjour à toutes et à tous. A priori, puisque ça doit être une négociation flash qui doit finir le 15 novembre, et que les 2 négociations devraient finir en même temps pour être en capacité, c'est la demande de la ministre qu'au 1er janvier, France Travail puisse mettre en œuvre la nouvelle réglementation qui débouchera. Si j'en crois ce qu'a dit Martin, donc le numéro 1 du MEDEF, on irait plutôt, et avec les demandes aussi de l'État, qui est de dire sur les seniors, entre guillemets, aménager
les dispositions sur la retraite. Donc on aurait la retraite progressive. Globalement, pour le taux d'emploi, là on parle des gens, taux d'emploi au-dessus de 60 ans. Il faut déjà se dire où on est, ce n'est pas 45 ans. Donc c'est retraite progressive, c'est éventuellement que les femmes puissent partir, les femmes qui ont des enfants puissent partir, par exemple, à partir de 62 ans, du moment qu'elles ont le taux plein. C'est des choses comme ça qui vont être négociées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que les femmes qui devaient partir à 62 ans partent à 64 ans et qu'en fait le bonus qui est donné entre guillemets par l'État parce qu'elles ont fait des enfants soit perdu dans un pays qui a un problème de natalité. Il y a quelques indications à mettre. Après, il y a le taux d'activité, il y aura le CDI senior. Je ne sais pas s'il sera retenu, mais c'est... Alors juste au-delà du contenu... Mais sur la reconversion, globalement, la grande majorité, il y a déjà 30% qui sont entre 25 et 30 ans, et la grande majorité, c'est entre 40 à 45, voire 50 ans plus tard, c'est fini. Donc, après, bien sûr, ponctuellement, il peut y avoir des choses il y a toujours plein de choses. Mais s'il y a plein d'enveloppes, c'est qu'on a voulu gérer. Si la PROA n'est pas financée, je rappelle que ça vient de la période de pro, où à un moment donné, les entreprises avaient en fait dévoyé totalement le système initial. Ils peignaient, entre guillemets, chaque formation, c'était un senior, et ils arrivaient à tirer l'argent. L'État a voulu le fermer. Le lundi, c'était fermé. Le mercredi, c'était rouvert pour des questions de médico-sociales. Mais c'est pour ça que ça s'est arrêté à la licence. Et que toutes les branches, enfin, tous les mécanismes ont été au début pour le fermer. Ça s'ouvre tant bien que mal. La vraie question pour nous, il y a 3 questions. Première question, est-ce qu'on est en prévention ou est-ce qu'on est en curatif? Aujourd'hui, le contrat pro, c'est vous êtes au chômage. La PROA et un certain nombre de systèmes, ça peut être en anticipation. Le PTP, c'était en anticipation, vous ne passez pas par la case chômage, sachant qu'à un moment donné, il y a des effets délétères. Bon. Deuxièmement, tout a été basé en 2018 pour la formation, pour la reconversion, pour qu'elle soit fluide tout au long de la vie, puisqu'il n'y a pas un grand soir. Je ne suis pas d'une organisation où on pense qu'il y a un grand soir, donc il y a un continuum. Donc il y a le CPF, les petits, les grandes, éventuellement les grandes évolutions. Et à un moment donné, tout le cursus est bâti avec une clé de voûte qui s'appelle les blocs de compétences. On a juste un problème de fond, c'est que les OF ne nous fournissent pas en moyenne une offre avec des blocs de compétences. Si on veut, comme l'argent va être rare, il va falloir l'utiliser avec parcimonie, sachant que si on pense qu'il va y avoir des reconversions massives tout au long de la vie, sur 45 ans, il y a 30 millions d'actifs, donc au moins tous les gens devraient y passer entre guillemets, le volume CPF plus une grande révision générale ou une remise à niveau et 2 petites remises à niveau. Le volume financier que ça nécessite, si on repart à chaque fois de zéro, ça ne sera pas possible collectivement. Je rappelle qu'on est quand même le 25e au niveau de l'OCDE en capacité des salariés français. Si on veut monter en valeur ajoutée, si on veut la souveraineté, l'indépendance, il va bien falloir qu'à un moment donné, les entreprises pensent à réinvestir sur ce sujet-là et d'arrêter de demander de l'argent. D'ailleurs, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il y en aura si pas, on vous entend bien. Mais il n'y en aura pas. Pour les reconversions aujourd'hui, il n'y en aura pas. Il y a énormément d'argent sur la formation initiale, sur l'apprentissage, mais sur les reconversions, je rappelle que par exemple le PTP était à 1 milliard, était descendu à 500 millions, il est toujours à 500 millions 6 ans après, alors qu'il y a eu plus de 30% d'évolution de l'inflation. Mais alors pour dire les choses clairement, sur le financement, ce que vous attendez, ce que vous préconisez, c'est qu'il y ait une contribution dédiée de la part des employeurs pour financer des dispositifs de reconversion ? À un moment donné, c'est qu'ils vont pas... En fait, on est quand même un pays chrétien, donc il va falloir que la maxime « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et à un moment donné, les branches, les entreprises vont d'abord être obligées de réinvestir comme dans les années 50. Elles ont pris l'habitude pendant 30 ans d'utiliser, entre guillemets, les salariés, de prendre les compétences sur étagère. Il y avait des BTS, des UT, toute l'évolution. Ils prenaient des jeunes et les vieux. Avec la démographie, les jeunes ne vont pas arriver. Donc il va falloir garder son personnel. Parce qu'il y a un sacré film qui le disait, pas de bras, pas de chocolat. Donc à un moment donné, quand ils n'auront pas de main d'œuvre, eh ben, ils en ont. Un des sujets qui a été aussi... Mais tout est pour les gens, pour les motiver, pour les garder aussi après 50 ans. Les entreprises avaient mis en place de l'ancienneté. C'était aussi parce que la valeur de la connaissance de l'entreprise, du fonctionnement, avait une valeur.
À un moment donné, on dit que c'est complexe de connaître une entreprise, de savoir chez qui il faut aller. Eh bien, ça s'arrêtait en gros, les primes d'ancienneté, à 15 ans d'ancienneté, parce qu'on avait estimé que vous connaissiez à peu près le fonctionnement. Il y avait un sens quand même. Oui, alors. Bah oui, mais sur les sujets des reconversions. Alors, il faut reconvertir que les gens de 55 à 60 ans. Eh bien, ça ne marchera pas. Je vous le dis, en volume, ça ne marchera pas. Alors, on va essayer de parler. Si c'est génial, si c'est l'idée géniale, on ne dépensera pas un copec, parce que les entreprises, à un moment donné, il faut, quand elles investissent, ce retour sur investissement, il faut 4-5 ans. On va essayer de parler on va essayer de parler de dispositifs qui fonctionnent et descendre un petit peu plus au niveau du terrain. Et je me tourne vers vous, Hélène Cléda. Donc vous êtes marrant, je ne suis pas du terrain. C'est intéressant. Non, c'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, et vous le savez très bien, c'est que là, on parlait de manière généraliste sur des problématiques nationales. Et là, on va descendre au niveau des branches. C'est pour ça que je me tourne vers Hélène Cléda, déléguée syndicale, qui est chef de service emploi-formation à la Fédération du commerce et de la distribution. Petite branche qui représente 750 000 salariés à peu près. On entre directement dans le vif du sujet. On a expliqué tout à l'heure que Proa avait eu un petit peu de retard à l'allumage. En revanche, dans certains secteurs, ça fonctionne et c'est le cas chez vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ? Alors, oui, déjà, je vais vous dresser un peu ce portrait de cette branche, qui est une branche de main-d'œuvre, en fait. On a 58% de femmes, 86% de salariés qui ont le statut d'employé, 58% ont moins de 30 ans, et 90% de ces salariés sont en CDI. L'ancienneté moyenne, elle est de 18 ans. Voilà. Alors, la Proa, chez nous, fonctionne, effectivement, tout simplement parce que, alors déjà, on a une offre de formation qui est une offre de CQP, notre offre de formation qui a été construite et co-construite avec les partenaires sociaux et les employeurs de la branche. On a 18 CQP qui sont enregistrés au RNCP, qui sont maintenant nomenclaturés, il n'y a pas de souci. Et on s'est servi de ces CQP, on s'est servi de cette offre de formation pour les introduire bien sûr dans notre accord Proa, mais il n'y a pas que ces certifications-là. Mais il se trouve en l'occurrence que c'est celles-ci qui sont le plus utilisées par les employeurs de la branche. Et en plus, on abonde alors sur nos fonds alternance non éligibles, effectivement, pour la Proa et pour la formation de ses salariés. Autre sujet aussi chez nous très important, on a parlé d'ascenseur social à travers l'apprentissage. Nous, l'année dernière, on a refait une étude pour savoir où en était l'ascenseur social dans la grande distribution. Est-ce que ça fonctionne encore ? On a eu les résultats de cette étude en fin d'année et effectivement, 72% de nos cadres chez nous sont encore issus de la promotion interne, 45% ont commencé en tant qu'employés, et 27% en tant qu'agent de maîtrise. Pardon, j'ai les chiffres devant moi, mais j'avais peur de me tromper. Donc on est encore dans un secteur où on a une évolution par niveau, mais également une évolution professionnelle, puisque dans les trajectoires de nos salariés, 72% de ces cadres, effectivement, ont connu une évolution professionnelle depuis leur entrée dans la branche. C'est 83% pour les agents de maîtrise et 91% pour les employés de niveau 3 et 4 dans la convention collective. Et alors, par rapport à cette politique qui favorise une évolution professionnelle ascendante dans la branche, Proa, pour vous, c'est un dispositif qui est aujourd'hui essentiel. Essentiel. Donc, la question, je vous la pose directement, à quoi ça sert de le supprimer ? Ah ben, ça serait pour nous une erreur. Mais voilà, puisque effectivement, ça n'a pas été simple, Proa, ça n'a pas été simple, puisque en fait, on en est quand même à notre 4e accord, enfin, premier accord et avenant, donc c'est quelque chose qu'on fait vivre régulièrement. Le temps de comprendre le dispositif, le temps de le déployer auprès des entreprises, on commence depuis 2 ans à récupérer et à avoir des proies en se disant que c'est un dispositif utile pour les collaborateurs de la branche et pour les entreprises, notamment sur tous nos métiers en tension. Très bien. Est-ce que le fait que la structuration de votre branche, de vos entreprises, qui sont quand même très majoritairement des grands groupes, avec des lignes hiérarchiques RH bien identifiées, avec des process solides, est-ce que ça n'a pas favorisé le succès que vous rencontrez avec Proa, ce qui n'est pas duplicable dans des entreprises ou des secteurs qui sont moins organisés ?
Alors, je pense qu'il faut que je vous redresse un peu le panorama du secteur de la grande distribution. Effectivement, on a des grands groupes, mais on a des grands groupes qui de plus en plus franchisent les magasins. Et on a beaucoup aussi d'indépendants, que ce soit la coopérative U, que ce soit Leclerc, que ce soit Intermarché. Finalement, on est face à des entreprises qui sont très différentes et qui, quand on fait le bilan de nos CQP, en tout cas le bilan de la PROA, on se rend compte que ce n'est pas un problème de statut, en fait, et ce n'est pas un problème de grand groupe. Après, effectivement, le fait que dans nos discussions au niveau de la branche, on ait ces grands groupes et qu'ils soient dans une dynamique à l'origine pour valoriser tout ce qui a été piloté au niveau des décisions paritaires, c'est effectivement un atout. Mais l'ensemble des entreprises de la branche se saisissent des différents dispositifs qu'on met en place. D'accord. Donc pour résumer, votre position, vous avez besoin de stabilité, en tout cas avec PROA. Tout à fait. On va passer sans transition au deuxième sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire le contrat de professionnalisation. Stéphane Rémy, je me retourne vers vous. J'ai pas du tout envie d'être désagréable. J'espère bien. Voilà. Mais bon, je peux partir aussi. Sur le contrat pro comme sur les reconversions, le contrat pro a été remis au centre des débats pour porter un certain nombre de réformes. Il y a une expérimentation qui a été engagée sur ce contrat de professionnalisation, qui doit aussi servir, enfin qui sert de support à la refonte de la validation des acquis de l'expérience. Comment vous expliquez le fait que sur le contrat de pro expérimental, il y a eu 6 mois d'absence de financement? Pourquoi il y a eu cette suspension? Et est-ce que ça a bloqué une dynamique qui était déjà à l'œuvre? Alors, un petit retour historique sur ce qu'on appelle le contrat de pro expérimental. Il est né avec la loi du 5 septembre 2018, l'article 28 de mémoire, et qui prévoyait pour 5 ans, il y a eu une prolongation, la possibilité d'assouplir les modalités d'accès à ce contrat d'alternance, formation continue, qu'on connaît bien les uns les autres. Et donc il y a eu cette volonté de faire des parcours sur mesure, pas forcément conduisant à l'entièreté d'une qualification ou d'une certification. C'est ça qui a été retenu, et donc on est arrivé à fin 23, à la fin de cette expérimentation. On a souhaité, et les ministres compétents ont demandé à ce que cette expérimentation qui a produit des bons résultats, parce qu'on a un rapport qui a été fait en lien avec non pas les 11 OPCO, parce qu'il y en a 2 qui n'étaient pas partis dans cette expé, donc les 9 OPCO qui étaient mobilisés sur cette expérimentation. Donc le rapport était plutôt positif, d'où la décision qui a été prise de prolonger cette expérimentation. On s'est heurté à une position contraire de nos camarades de Bercy, qui considéraient que, faute de base législative, on ne pouvait pas continuer. Alors, il faut distinguer ce qui est le contrat qui était aidé, parce qu'il y avait encore à ce moment-là les aides au contrat de pro, de ce qu'est la nature même de ce contrat d'insertion. Donc, les aides, de toute façon, elles ont été supprimées, vous le savez, en mai dernier. Donc, l'aide au contrat de pro, qui n'existait pas avant la réforme, on l'avait installée au moment de la Covid. Il faut rappeler aussi les choses. Donc de fait, il n'y a plus d'aide. En revanche, l'intérêt du dispositif compte tenu de son évaluation, et comme il n'y a pas eu de support législatif permettant de le pérenniser, il a été indiqué, et encore récemment par Catherine Vautrin, après arbitrage interministériel, de pouvoir inviter les OPCO qui le souhaitaient, dans le cadre de leur conseil d'administration, de poursuivre cette expérimentation jusqu'à fin d'année. La plupart des OPCO l'ont décidé dans leur CA. Donc on en est là. Les opérateurs qui n'avaient pas manqué de se rappeler à votre bon souvenir avant l'échéance de l'expérimentation sur la première vague jusqu'en 2023. Et donc, est-ce qu'on peut entrevoir une lueur d'espoir pour que l'expérimentation se poursuive au-delà de... La lueur, c'est la position que nous avons défendue auprès des services de Bercy pour pousser un amendement sur le sujet. Pour l'instant, ça n'a pas prospéré. Donc, voilà, on a rappelé tout à l'heure que le projet de loi de finances, c'est un projet. Il n'est pas voté définitivement, mais pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Discussion qui commence d'ailleurs aujourd'hui en commission des finances à l'Assemblée nationale. Sur le contrat de professionnalisation comme support de la réforme de la VAE, est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement le principe du dispositif et où on en est aujourd'hui? Alors, très rapidement, donc on est bien sur un contrat de pro sur le plan juridique, mais on inverse un peu la logique de la VAE, c'est-à-dire qu'on ne capitalise pas sur l'expérience acquise, on construit son expérience sur les compétences qu'on acquiert au fur et à mesure. C'est la logique et ça correspond bien à un certain nombre de secteurs en tension, notamment dans le CARE, le HCR, le BTP. C'est une formule qui fonctionne plutôt bien.
Et donc ça permet à la fois de conjuguer les bienfaits de la formation et ceux de l'accès à la certification. On a une jauge à 5000 bénéficiaires, hein, c'est prévu dans les textes. Il y a un décret d'application de la loi de réforme du marché du travail, hein, c'est l'article 11 de cette loi de 2022 si ma mémoire est bonne. Décembre 2022. Voilà, tout à fait. donc l'article 11 de cette loi engageait cette expérimentation, elle a été précisée par voie réglementaire et ensuite par cahier des charges qui a été publié par voie d'arrêté. Donc 5000 bénéficiaires, on y est quasiment. Voilà, quelques dizaines de bénéficiaires potentiels et on a une variété, une diversité de projets qui ont été portés à notre connaissance avec parfois des porteurs d'ampleur nationale, d'autres beaucoup plus micro sur des territoires. Et c'est plutôt intéressant, notamment un secteur qui est un des secteurs clés, qui est celui de la petite enfance, du grand âge. Hein, les 2 âges de la vie sont un des enjeux de la transition démographique. Quand on demande à l'État stratège, c'est pas très compliqué. Hein, les transitions, elles sont là. Hein, elles sont écologiques, énergétiques, agri, démographiques. Donc ne cherchez pas ailleurs la stratégie de l'État. Elle est simplement conditionnée par ces évidences-là. Donc voilà, ça fait partie en tout cas des enjeux autour de la petite enfance, du grand âge. Et donc la VAE inversée correspond plutôt bien à cette problématique de tension qu'on observe sur le CAIR, mais elle concerne aussi d'autres secteurs économiques qui peuvent être aussi intéressés. Très bien, dossier ouvert, merci. Hélène Cléda, je reviens vers vous. Quelle est la partition du recours entre le contrat de professionnalisation et l'apprentissage chez vous, et à quoi sert le contrat de professionnalisation dans la branche du commerce et de la distribution ? Alors, la répartition, l'année dernière, on avait 37 496 contrats, alternants, nouveaux contrats dans la branche, 25 000 apprentis et 11 790 professionnalisations. À quoi sert la professionnalisation chez nous ? La professionnalisation est quelque chose qui est plébiscité par les entreprises et par les salariés. Alors, à nouveau, toujours grâce, puisque c'est vraiment motivé par nos CQP, qui sont vraiment des outils adaptés à l'évolution des salariés, des collaborateurs dans leur branche, ou à leur intégration, hein, puisqu'on va d'un CQP niveau 3, employé de magasin, à des CQP qui conduisent à la direction d'un supermarché. Donc l'offre est assez variée. L'intérêt qu'on y voit, notamment sur les plus bas niveaux de qualification, en fait, unanimement, les enseignes nous disent « Attention, les diplômes et les titres sont déjà trop complexes pour certains collaborateurs. Il faut, et les CQP permettent cette souplesse-là, il faut qu'on soit plus dans l'accompagnement, dans le savoir-être et savoir-faire en magasin, plutôt que retourner en classe avec des savoirs académiques où là, on est sûr de perdre et d'avoir des taux de rupture extrêmement importants. Donc, la professionnalisation chez nous, ça correspond vraiment à de la mise en place de qualifications, de compétences directement utiles aux entreprises. Et sur ces plus bas niveaux de qualification, on est vraiment extrêmement inquiet si on ne on peut pas continuer à avoir des CQP tels qu'on les a aujourd'hui. Hein. Stéphane Rémy évoquait la disparition de la prime. J'allais vous poser la question. En fait, du jour au lendemain, on a déjà les premiers bilans. Hein, c'est moins 23% de contrats de pro chez nous. Ça touche moins les CQP que les autres contrats. Il n'empêche que le report, il ne se fait pas non plus, puisque tout le monde nous dit, mais allez sur l'apprentissage. Ben non, en fait. On a plus 3% d'apprentis, mais on ne récupère pas, effectivement, la diminution du nombre de contrats de pro vers l'apprentissage. Donc, nous, ce qu'on souhaite, hein, c'est un réalignement des aides à la professionnalisation sur celle de l'apprentissage, puisque on arrive à quand même voir, et surtout dans nos différentes études, et surtout celles sur l'ascenseur social, que la promotion interne et aider les collaborateurs à avancer, c'est vraiment un enjeu majeur chez nous, en fait. Bon, on verra sur l'aspect financier ce que l'avenir vous réservera. La branche de la Fédération du commerce, la Fédération du commerce et de la distribution, a-t-elle envisagé de se saisir des contrats pro expérimentaux ? Oui. Comment ça s'est passé ? Alors, nous n'y sommes pas allés. En fait, à nouveau, parce que quand on a discuté avec les entreprises nous ont dit, mais nous, il nous convient notre contrat de pro. Et puis en plus,
Les contrats de pro, on les fait sur les CQP. Nos CQP, on les a construits, co-construits. Donc effectivement, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite en tant qu'entreprise, c'est accompagner les collaborateurs sur une certification. Et donc, à l'heure actuelle, c'est possible. Et donc, on ne va pas sur l'expérimentation. En revanche, on était rentré sur, pas le contrat de peau inversé, mais on était rentré sur la plateforme pour l'accessibilité à la VAE. Alors, on était, voilà. Oui, il y a des choix qui ont été opérés sur des logiques sectorielles qui ne sont pas les vôtres. Voilà, c'est ça. On va dire les choses comme ça. C'est ça. Ok, très bien. Merci Hélène. Je me tourne vers vous, Laurent Munro. Est-ce que pour l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, artisans et professions libérales, j'insiste, est-ce que le vieux débat sur la nécessité de fusionner les deux contrats de formation en alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, est-ce que pour vous c'est un débat qui est aujourd'hui complètement dépassé ? Oui, en quelque sorte, parce que la loi de 2018 a eu un avantage, c'est de bien séparer ce qui était de la formation initiale avec l'apprentissage, de la formation continue avec le contrat de professionnalisation, ce qui était un peu mélangé auparavant. Beaucoup d'écoles dans les métiers qu'on représente, beaucoup d'écoles privées ou autres qui faisaient du contrat pro se sont transformées en CFA et sont devenus des relais de l'apprentissage. On parlait d'effet d'aubaine tout à l'heure, peut-être aussi avec les NPEC au départ, il y a eu cet effet-là. Et puis une attractivité auprès des chefs d'entreprise sur aussi les rémunérations des apprentis, il ne faut pas se le cacher, mais ça répond mieux à une formation initiale en tout cas. Nous, on n'est pas. Par contre, on reconnaît la grande utilité que doit avoir le contrat pro aujourd'hui, qu'il faut pérenniser pour des fonctions différentes de celles qu'on avait prises au départ. On aimerait bien qu'on soit un peu plus prospectif sur les besoins en qualification. Il nous manque un peu aujourd'hui au travers des OPMQ, au travers du pilotage. On a même signé un ACNI où on a dit que les partenaires sociaux et avec les autres acteurs, contrepartie, devraient avoir un espace de concertation et de pilotage de la formation professionnelle au plus près des territoires, avec les régions, avec les bassins d'emploi, pour essayer de savoir. Et certainement que le contrat pro, qu'il soit expérimental ou pas, pourrait servir là mieux à répondre aux besoins de compétences, aux besoins de VAE, à toutes ces choses-là. Par contre, nous, on tient beaucoup à ce que l'apprentissage reste le vecteur pour la formation initiale. C'est vrai que des secteurs d'activité utilisaient beaucoup le contrat pro, ils sont revenus vers l'apprentissage. Il reste parce que certains publics n'ont pas accès à l'apprentissage et forcément on a besoin d'utiliser les contrats pro. C'est vrai aussi que la disparition de... Alors moi j'aime pas trop le mot d'aide, j'aimerais mieux dire accompagnement qui est donné, le soutien aux financier. entreprises, surtout quand c'est une petite entreprise, a certainement encore accentué la disparition du nombre de comptables pro et ça devrait nous servir de leçon pour ce qui pourrait arriver à l'apprentissage dans les mois qui viennent. Alors ça, c'était l'objet de la précédente table ronde. Il y a une différence fondamentale entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. C'est l'âge des bénéficiaires potentiels. Donc pour vous, c'est une nécessité de garder le contrat de professionnalisation. Bien sûr, il faut bien avoir un outil qui puisse servir, même si maintenant l'apprentissage c'est jusqu'à 30 ans, mais on a des publics prioritaires, on a des formations prioritaires qu'il faut certainement mettre en avant, et le contrat pro doit être l'outil justement à utiliser pour faire cela, et pas autre chose. Donc non, nous, si à un moment on a pu penser que la fusion des dispositifs serait une bonne chose, aujourd'hui, on estime qu'on redonne ces lettres de noblesse au contrat pro s'il est bien utilisé. Notamment avec l'expérimentation qui a été engagée, qui revient d'une certaine manière sur l'esprit initial de ce que devrait être le contrat de professionnalisation à côté du contrat d'apprentissage. Stéphane, Rémy, je vous ai vu prendre le micro, vous vouliez réagir ? Je
Juste rappeler effectivement cette caractéristique du public adulte. Rappeler aussi que pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, il y a une aide de 2 000 € qui est versée par France Travail, qu'il y en a une seconde pour les plus de 45 ans. Donc c'est une partie du sujet senior, même si on a bien rappelé que c'était à partir plutôt de 55 qu'on raisonnait. Mais il y a bien cette aide de 2 000 € également pour les plus de 45 ans. Donc tout ça est en cumulable pour les seniors. Donc voilà, c'est des caractéristiques objectives. Et ça permet d'aller sur les CQP, là où l'apprentissage va sur le champ strict du diplôme ou du titre à finalité professionnelle. Donc il y a différence d'âge, différence de finalité professionnelle. D'un côté, l'apprentissage est sur la formation initiale, objectif éducatif quand même, qui reste attaché aussi à la notion de CFA. Et puis le contrat de pro, qui est un contrat d'insertion, c'est sa visée. D'ailleurs, les performances sont très bonnes. 8 jeunes sur 10 sont insérés après un contrat de pro. C'est plus court. Donc voilà, il y a des caractéristiques qui sont objectives. Par contre, il y a en point commun la pédagogie de l'alternance. Et à mon avis, c'est ça le sel des deux contrats. Très bien. Jean-François Faucard, pour conclure, parce que l'heure tourne, la position de la CFE-CGC sur la nécessité ou pas d'avoir 2 dispositifs de formation en alternance. Alors nous, on croit la professionnalisation, pour nous, peut se faire que sur l'alternance. Alors il y a plusieurs dispositifs. On oublie d'ailleurs que pour un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, il y a les stages, tous les stages de fin d'études ou les stages durant l'année. C'est aussi de l'alternance. Je rappelle que ceux qui font le plus d'alternance en France, c'est les chirurgiens. On n'appelle pas ça de l'alternance. Pourtant, ils en font quand même pendant 8 ans. C'est exactement ce qu'ils font. Globalement, pourquoi il y a des dispositifs différents? Parce qu'en fait, il y a des enveloppes. C'est qu'une question d'argent. L'apprentissage est garanti par la loi. Le contrat pro n'est pas garanti par la loi. Vous pouvez faire 2 millions de contrats d'apprentissage une année donnée, ils seront financés. L'année d'après, je ne suis pas sûr. Mais les contrats pro, s'il n'y a plus d'argent, on gère différemment. Donc, pour moi, ça a été un peu dévoyé d'ailleurs pour nous, de la CFE-CGC. C'est qu'on voit déjà que l'apprentissage, en étant étendu à 30 ans, on a vu que 30% des reconversions se faisaient par là. À un moment donné, on a des systèmes qui deviennent un peu incompréhensibles. J'ai un contrat pro, je paye des impôts. J'ai un apprentissage, je ne paye pas d'impôts. Avant, les gens ne savaient pas ça. Une fois que vous êtes étudiant et que vous devez choisir, je paye des impôts, je ne paye pas des impôts, vous faites un effort. Après, l'entreprise a eu quelques aides substantielles, les charges. Donc, à un moment donné, il y a la concurrence. Est-ce que c'est vraiment initial? Parce qu'en fait, théoriquement, à chaque fois, c'est une politique de l'emploi. C'est porté par le ministère du Travail. Si c'était la vraie formation initiale, ça serait porté par d'autres ministères. Alors, je précise, ça a été dit par Stéphane Rémy, par le ministère du Travail, mais sur les arbitrages budgétaires, un petit peu par Bercy aussi. Oui, oui, puisque c'est une politique de l'emploi. Et d'ailleurs, le supérieur aussi, Bercy, règle aussi quelques... Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on est sur une formation initiale parce qu'il y a un contrat de travail. Si on passait sur le concept de formation tout au long de la vie, je ne suis pas sûr qu'on ne devrait pas remixer un peu tous les ministères, puisqu'il faut avoir un continuum. Et nous, on est quand même resté en France sur le système formation initiale, marche tout au long de la vie. Après, si vous avez un accident, pas de chance, vous allez à Pôle emploi, maintenant France Travail, et éventuellement, vous avez un contrat pro. L'apprentissage explose, donc l'alternance, c'est un vrai besoin. On pense que, de toute façon, la professionnalisation, c'est dans l'entreprise. Donc, à un moment donné, on peut après imaginer plein de systèmes. Il y avait des stages, il y a différents domaines. C'est dans l'entreprise. Après, c'est comment on accompagne, entre guillemets, l'entreprise. Et aujourd'hui, puisque c'était une politique de l'emploi, il a fallu toujours inciter les employeurs à prendre, entre guillemets, des étudiants. C'est pour ça qu'au moment du Covid, le gouvernement de l'époque est passé de 250 à libérer la contrainte de 250 et à augmenter le financement pour que, en fait, entre guillemets, des jeunes dont la scolarité n'avait pas été optimale pendant quelques mois puissent quand même trouver un emploi, puissent continuer à se former dans le moment qui était très chaotique. Ça devait durer 1 an juste. Juste, je rappelle, Jean Castex, dans le bureau de Jean Castex avec Elisabeth Borne, ministre du Travail, la prime devait durer qu'1 an, les fameux 8 000. Après, c'est descendu à 6 000, mais jusqu'à 2027. Il y en a qui ont du mal à compter entre 1 et 7, mais bon, ça, oui, c'est une prime qui a été présentée comme exceptionnelle et l'exception a duré 4 ans.
Non, 2021-2027, moi ça fait 6 ans, mais enfin on doit pas, ça doit être des maths, ça c'est le problème avec, à un moment donné, hein, ça va être comme le maire, il a des problèmes de règle de 3. Donc à un moment donné, sur les financements, si les entreprises se sont vraiment transformées et on dit l'alternance c'est vachement bien, l'apprentissage c'est vachement bien, je pense qu'on va le voir quand on va baisser les exonérations ou, comme il s'appelle, l'argent qui leur est donné, se sont-elles vraiment transformées? Ont-elles vraiment pris que l'alternance était une richesse pour eux d'insérer des jeunes ou des personnes motivées? Dernier point, la grande différence pour moi quand même entre le contrat pro et puis la formation initiale, l'apprentissage, le contrat pro, a priori, la personne va exercer le métier pour lequel il est formé. En formation initiale, en apprentissage, il n'y a que 50% des gens qui l'utilisent. Et je rappelle quand même que ceux qui rentrent, il y en a 30% qui décrochent avant. Donc, à un moment donné, on a 50% sur 70. Hein. Donc, on a 35%. Donc, à un moment donné, qui utilisent vraiment le diplôme pour lequel ils ont été formés. Ça leur sert, puisque c'est un niveau de formation. Mais ce n'est pas le diplôme, ils ne l'utilisent pas en tant que tel. Il y a une déperdition. Merci. On en restera sur ce constat. Il est 13h11. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer un peu l'interactivité avec la salle. Je suppose que vous avez aussi faim. Donc, c'est le moment et on vous invite à suivre les 4 ateliers de cet après-midi après le cocktail. Merci à vous et merci à nos 4 intervenants pour leur disponibilité et la qualité des échanges. Ah oui, l'autre, c'est pas.